Déjà, nous l'avions reçu pour des conférences de reprise, même avant peut-être que je sois... Alors, les deux dernières, moi, je me souviens, c'est 2013 et 2015. Et puis surtout, Frédéric Boutoul a été directeur du plan collectif de recherche qui a été mené par une équipe d'historiens dans la décennie 2010 et qui, comme je vous l'ai déjà dit, on en a parlé plusieurs fois, a vraiment renouvelé la connaissance du Saint-Émilion médiéval qui avait besoin d'être vraiment rafraîchi, développé. Et ça a donné la publication de deux ouvrages qui ont été cités, que vous connaissez, Saint-Émilion et son habitat médiéval, puis après Saint-Émilion au Moyen-Âge, rédigé par David Saunier. Alors, je vais simplement vous donner quelques épisodes de la destinée de ce fonds documentaire qui est donc aujourd'hui déposé aux archives départementales. On va parler, bien sûr, ce soir des archives du Moyen-Âge, comme le dit le titre de la conférence. Alors, on savait que ce fonds existait, puisqu'il y avait eu en 1769, suite à une édit royal, il y avait eu simplement un inventaire qui avait été fait. Et puis ensuite, eh bien, on retrouve une mention importante de ce fonds d'archives médiévales dans le livre de Joseph Gadet, qui est publié en 1841, qui s'appelle Saint-Émilion, son histoire et ses monuments. Joseph Gadet, c'était le neveu du conventionnel Élie Gadet, 1794, guillotiné, enfin vous connaissez l'histoire, on l'a évoqué le mois de janvier avec notre conférencière, l'histoire des Girondins de Saint-Émilion. Donc il a écrit, on peut dire, une première histoire de Saint-Émilion, il y en a eu d'autres après, mais c'est sûrement la première. Alors il dit, c'est ça qui est assez pittoresque, qu'il a retrouvé tout un tas de documents anciens dans une malle qui était déposée dans le cachot de l'ancienne prison municipale de Saint-Émilion. Alors, la prison municipale, oui, je vous lis un épisode, pardon, auparavant, c'est qu'en fait, on sait aussi que ces archives étaient stockées dans une maison à côté de la Tour du Roi, parce qu'autour de la Tour du Roi, il y avait des bâtiments. Alors, elles étaient là, et puis en 1720, il est mentionné, sûrement dans les archives aussi, que le plancher s'est écroulé, donc les archives ont été transportées à la mairie de la ville qui se trouvait à l'époque, je vais la situer, vous descendez le tertre de la Cadenne et vous avez la vieille halle, et au-dessus de la vieille halle, il y avait des locaux du 18e et des locaux plus anciens, puisqu'on y voit des belles fenêtres gothiques, des traces de belles fenêtres gothiques qui se trouvaient un peu plus bas. Et dans ces locaux, il y avait un cachot qu'on voit encore. Si vous passez de rue Tertre de la Cadenne sous la vieille halle, vous verrez à droite, sur le mur du fond, une petite porte avec un simple trou et une espèce de réduit, et c'était le cachot. Et il a trouvé donc une malle avec tous ces documents qu'il a exploités pour écrire son histoire de Saint-Émilion, plus d'autres documents qui étaient quand même déposés à la mairie. Voilà ce qu'il dit dans la préface de son Saint-Émilion en 1841. Ensuite, Léo Drouin cite justement ces documents lorsqu'il dit dans son guide du voyageur à Saint-Émilion, publié en 1859, « Le livre de M. Gadet m'a été d'un puissant secours ». Et puis, ensuite, on va trouver Émilien Piganon. Émilien Piganon que vous connaissez, puisque c'était un érudit local, et ça a été un des fondateurs de notre société en 1904, et c'est son premier président. Alors lui a travaillé aussi beaucoup sur la transcription de ces documents d'archives. Par exemple, il a établi la liste des différents maires de Saint-Émilion dans l'histoire. Il a fait aussi, comme il était dessinateur, il était artiste, une série de reconstitutions de scènes historiques de la vie locale, qui étaient relatées dans les archives et que lui transcrivait, enfin représentait par des dessins au crayon et à l'encre, et jusqu'à parfois des tableaux. Et c'est comme cela que nous avons un tableau qui s'appelle L'entrée de Louis XIII en 1621 à Saint-Émilion, tableau que notre société d'histoire a eu la chance de pouvoir récupérer il y a déjà quelques années et acheter. Voilà. Et puis, à ce niveau-là, j'en profite pour vous rappeler que vous avez à votre disposition, c'est Catherine, notre bibliothécaire, qui peut vous le proposer, le très beau livre de Pierre Lucu sur justement Émilien Piganon, qui s'appelle Émilien Piganon,
Ne sonnez pas d'Emilien Pigano dans le Saint-Émilionnais. Donc c'est un livre qui vous raconte ce qu'a fait Pigano, et justement vous verrez ces fameux dessins qu'il avait établis à partir des faits qui étaient relatés dans ses archives. Voilà, donc ensuite, Guy nous dit aussi dans son histoire de Libourne de l'arrondissement utilise bien sûr ses sources d'archives, c'est 1876. Et ces archives, finalement, sont déposées, puisqu'elles sont restées longtemps dans les greniers de la mairie de Saint-Émilion. Elles sont déposées, comme d'ailleurs la loi l'oblige, elles sont déposées en 2019 aux archives de la Gironde. Alors, c'est un fonds qui est important, puisque le fonds ancien qui va de 1241 à 1792, plus le fonds moderne qui va jusqu'à 1989, représente un total de quelques 400 articles. Voilà. Bien sûr, c'est déposé, donc c'est en sécurité, c'est restauré, c'est aussi beaucoup très important, c'est numérisé. Numérisé, ça veut dire que tout un chacun peut visionner ces archives, peut les voir en ligne. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à M. Boutoul, qui va nous donner donc quelques éléments importants sur des documents de ce fonds d'archives. Merci. Merci. Alors merci pour cette présentation. C'est effectivement pas tout à fait la première fois que je viens parler à Saint-Émilion ici même. C'est toujours un vrai plaisir. Bon, vous avez eu la gentillesse de rappeler ce que j'ai pu faire dans le cadre de mes travaux sur Saint-Émilion. Si on remonte quand même à 1999 pour la première publication sur Saint-Émilion, c'était un article qui maintenant était un article de jeunesse, quand je le regarde avec le recul, et qui a été suivi de pas mal d'autres. Il y a eu ces deux ouvrages que j'ai écrits en co-direction avec des collègues, et puis des projets de recherche. Alors le PCR dont on venait de parler, le projet collectif de recherche, a été accompagné d'autres projets financés. Il y en a eu en tout 5. Il y a encore actuellement un projet avec un financement en région dont je ne suis qu'un des participants. La co-direction est assurée par un de mes collègues qui s'appelle Rémi Chapou. Voilà. Donc en réalité, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est plus une espèce de glanage dans le fond des archives médiévales de la commune de Saint-Émilion, à m'attarder plutôt sur quelques pièces importantes. Alors bien sûr, il y a la charte de Falaise, il y a quelques autres documents aussi qui méritent qu'on les regarde d'un peu plus près. Et ceci en le faisant de manière plutôt chronologique. Voilà en gros le propos que je vous propose de suivre aujourd'hui. Alors ça, je le laisse tomber parce que... Voilà. Alors, cette communication, là, cette présentation, je l'ai faite d'une certaine manière, même si je l'ai quand même un petit peu modifiée, l'année dernière, à l'occasion de cette exposition qui s'est tenue aux archives départementales de la Gironde, donc à Bordeaux, et qui s'intitulait, vous le voyez, Ville en Gironde au Moyen-Âge. Alors c'est une exposition qui avait été construite par Agnès Vatican, d'une part, la conservatrice et responsable du service d'archives départementales à Gironde, mais aussi par Sylvie Faravel, qui est une collègue de l'université Bordeaux-Montagne, maître de conférence en histoire et en archéologie médiévale. Et avec ces deux collègues, nous étions une petite équipe dont je faisais partie, mais il y avait aussi Sandrine Lavaux, Ézéchiel Jean Corré, Nathalie Crozier-Roland. Et nous avons donc contribué à cette exposition, l'objectif étant pour les archives départementales d'assurer la valorisation des archives communales qui venaient d'être mises en dépôt quelques années précédemment. Et donc ce n'est pas seulement l'obligation pour les archives départementales à Gironde que de recevoir et d'archiver les fonds des communes, mais c'est aussi l'obligation de les valoriser. Finalement, l'idée a été celle-ci qu'en même temps que se faisait ce dépôt, en 2019, comme Bernard Ledoux vient de le dire, eh bien, d'enclencher une manifestation pour montrer finalement au grand public la richesse de ce patrimoine communal que sont donc les archives non seulement de Saint-Émilion, mais il y avait aussi dans cette exposition des archives d'autres villes de la Gironde, alors Bordeaux forcément, c'est taillé un peu la part du lion, il y avait La Révolte, il y avait Rions, il y avait Saint-Macaire, il y avait Blaye, il y avait Bourg-sur-Gironde, Libourne évidemment. Donc on avait comme ça réussi à réunir à peu près 80 documents
issus des fonds d'archives de ces différentes villes, pour montrer finalement au public comment on vivait en ville, dans les limites de l'actuel département de la Gironde, c'est-à-dire en fait les anciennes diocèses de Bordeaux et de Bazas, grosso modo, pendant cette période médiévale. Et l'exposition a eu un très grand succès. On ne s'attendait vraiment pas à connaître un succès comme celui-ci. Bon, peut-être certains d'entre vous l'ont vu. C'est une très belle exposition, on a été très fiers. Et en même temps, près de 9 000, 10 000 personnes l'ont vu. Alors on a évidemment plaidé à ce que l'exposition soit prolongée. Il y avait d'autres projets en cours, évidemment, ça n'était pas possible. Mais en même temps, on a réussi aussi, c'était la commande, à faire un catalogue. Le voici, le catalogue. C'est un catalogue qui a été édité par la maison Ozonus Édition, donc en fait c'est l'université. Et c'est un catalogue qui présente finalement tous les documents qui ont été présentés à l'occasion de cette exposition, tous, avec à la fois une transcription, parce que souvent ce sont des archives, une traduction, ce sont des textes en latin ou en gascon, donc il faut les accompagner évidemment de quoi les comprendre. Et il y a également un certain nombre de pièces iconographiques donnant à voir des représentations, pas forcément toujours réalistes, de ce qu'étaient ces villes à l'époque. Et donc dans cette collection, dans cette exposition, eh bien, sur les 87 documents qui ont été exposés, Saint-Émilion, c'est taillé quand même à la part du lion, puisque pas moins de 11 documents sont issus de ce fonds des archives municipales de Saint-Émilion, archives communales déposées en 2019. Voilà, donc en fait, depuis l'année dernière, j'ai un petit peu arrangé cette communication. Bon, je l'ai adaptée pour les besoins du jour, mais vous voyez qu'en fait, on est dans le prolongement de cette très belle exposition qui est tout à fait mémorable. Bon, et là, on voit ma collègue Sylvie Faravel, que certains d'entre vous connaissent bien, à l'occasion d'une de ces nombreuses présentations qu'elle a faites, puisqu'elle a guidé pas mal de ses visites, ainsi que d'autres étudiants et stagiaires de l'université Bordeaux-Montaigne qui étaient associés à cela pour l'époque. Alors, pour situer les choses, je vous en prie, il y a 2 places. Je vais donc principalement parler du fonds d'archives de la commune de Saint-Émilion. C'est l'identité de ce fonds. C'est ce fonds-là qui a été déposé en 2019 aux archives départementales de la Gironde. Et en réalité, ce fonds d'archives de Saint-Émilion n'était pas le seul à la connaissance, pour accéder à la connaissance du passé médiéval de Saint-Émilion. Il y a d'autres fonds, en particulier des fonds religieux. Et parmi les fonds religieux, bon, on est toujours déçu ici à Saint-Émilion de constater que les établissements religieux qui sont en règle générale pour cette période en capacité de produire des archives, des documents, eh bien à Saint-Émilion, ces documents, on n'en a pas parce qu'il y a eu des pertes documentaires énormes. Et le fonds pour lequel on a le plus de regrets, c'est parce qu'il n'en reste quasiment rien, c'est celui des EHPAD. C'est le fonds du chapitre canonial de Saint-Émilion, donc tout le monde connaît l'église ici du chapitre, et il y avait donc ici une communauté de chanoines augustins, qui sont sécularisés, je passe, et qui a laissé tout de même des archives importantes à cette époque, avec une grosse production de textes et d'archives dès le XIIe siècle. Ces archives, elles existaient encore au XVIIe siècle, puisque un certain nombre d'érudits, on appelait ça donc des moines mauristes, parce qu'ils appartenaient à une congrégation de religieux, de la congrégation de Saint-Maur, qui est une congrégation de moines cultivant leur érudition et qui se promenaient en quelque sorte dans le pays, d'abbaye en abbaye, d'établissement religieux en établissement religieux, à copier, recopier des chartes, des notices, des archives anciennes. Et c'est une chance finalement que certains de ces mauristes soient passés, notamment ici à Saint-Émilion, parce qu'ils ont pu copier des archives qui, dans l'intervalle, en tout cas depuis, ont disparu, en tout cas on en a perdu la trace. Donc qu'est-ce qui reste du fond du chapitre canonial de Saint-Émilion? En réalité, pas grand-chose. Alors on a, par chance, un registre qui est le registre, alors vous voyez, aux archives départementales, c'est le registre G902, n'importe quoi. En réalité, c'est le registre du chapitre canonial, qui est un registre
XIIe siècle, il ne va pas nous apprendre beaucoup de choses sur Saint-Émilion à cette époque, parce qu'on va trouver on va trouver des informations principalement pour la vie régulière de cette communauté de chanoines augustins, donc la règle de Saint-Augustin, donc un martyrologe, un tas de documents très importants, mais peu donnant des informations sur Saint-Émilion, la vie quotidienne à Saint-Émilion, etc. Et on l'avait exposé, ce document, en particulier parce qu'il présente, vous le distinguez peut-être sur le bas, en tout cas on le reproduit sur le catalogue, une table qui est une table astronomique pour connaître l'âge de la lune pascale. Bon, on a passé Pâques, hein, et à l'époque, donc, on n'avait pas d'autres moyens pour connaître la date de Pâques que de faire des calculs sur la base de ce type de table, de manière à anticiper la connaissance de la date de Pâques, et puis après pour savoir quelles étaient les fêtes mobiles qui sont liées à la date de Pâques. Toutes les communautés monastiques canoniales avaient ce type de document, or par chance, on l'a conservé dans ce livre du chapitre à Saint-Émilion. Et les mauristes qui sont passés ont aussi recopié des documents qui, eux, ont, comme je le disais tout à l'heure, disparu. Certains de ces documents qu'ils ont recopiés ont été édités dans des collections que ces mauristes imprimaient et éditaient, en l'occurrence la Gallia Christiana, pour parler de la plus importante, qui commence à arriver au XVIIe siècle. Et leurs notes sont conservées aujourd'hui encore à la Bibliothèque nationale de France, et on peut les consulter en ligne parce que c'est sur Gallica, ce site que vous connaissez certainement, et où on peut comme ça comparer ce qu'ils ont pris en note avec ce qui a été édité. Et la comparaison montre que des choses qu'ils ont pris en note n'ont pas été éditées, sont par conséquent toujours inédites. Donc ceci, donc là c'est un manuscrit de Baluse, Étienne Baluse, qui est un de ces moines mauristes qui sont passés ici à Saint-Émilion. On est dans les années 1780, si je me souviens bien. Et il évoque ici une donation qui n'a pas été, ou l'analyse d'une donation qui n'a pas été enregistrée ensuite, qui n'a pas été éditée, parce qu'elle est suspecte, et pour cause, elle met ni plus ni moins en scène que Aliénor d'Aquitaine, donc tout le monde connaît la reine en l'occurrence, dont il est dit que, aussitôt après son mariage avec le roi Louis VII, eh bien, elle aurait donné au chapitre de Chanoine de Saint-Émilion une église, donc l'église de Mazorat, ainsi que la chapelle de Sainte-Terre. Bon, alors, pour moi qui viens de Sainte-Terre, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis finalement, bon, que ce n'ait pas été édité par les mauristes, c'était déjà bizarre, ça prouve que quelque part ils avaient eux-mêmes un certain nombre de doutes. Et puis quand ensuite on creuse un petit peu la question, on se rend bien compte qu'en réalité c'est un faux, une forgerie comme on dit, il n'y a pas d'authentique, et ce qui indique qu'il y a vraiment de forts doutes à avoir à propos de cette pseudo-donation, c'est que le souvenir d'Aliénor d'Aquitaine n'a pas été enregistré ici dans ce qu'on appelle le martyrologe obituaire, qui est dans ce même registre G902. Qu'est-ce que c'est qu'un martyrologe obituaire? C'est ni plus ni moins que la liste, le jour des anniversaires que les chanoines doivent célébrer, et qui sont des anniversaires faits en faveur d'un certain nombre de donateurs, et on a leur liste. C'est formidable d'avoir cette liste-là. Or, quand on cherche la date d'anniversaire d'Aliénor d'Aquitaine, donc on est le 31 mars, si je me souviens bien, eh bien elle n'y est pas. Elle n'y est pas, alors que sur le martyrologe de Saint-André de Bordeaux, la cathédrale de Bordeaux, on l'a conservée, elle y figure bien. Donc là, une donation comme celle-ci, dont on nous dit qu'elle a été faite en l'honneur de la mémoire, de sa propre mémoire et de la mémoire de ses ancêtres, elle aurait dû normalement, si elle avait été authentique, figurer dans ce martyrologe obituaire, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc là on est en présence d'un faux, d'une forgerie, qui utilise la mémoire d'Aliénor d'Aquitaine dans la région. Il y en a eu d'autres, il y en a un en particulier en Belin-Melier, qui est tout à fait intéressant. Bon, donc, je ferme la parenthèse pour vous dire que la connaissance du passé médiéval d'une ville comme celle-ci, ce n'est pas que le seul fonds de la commune, il y avait d'autres fonds, des fonds religieux. Celui-ci, malheureusement, est réduit à ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose, mais on a aussi des informations qui peuvent venir d'autres fonds religieux, je pense à l'abbaye de la Sauve-Majeure, qui a conservé la liste d'archives. Alors, le fonds d'archives médiévales, j'y viens, de la commune de Saint-Émilion. Donc, comme Bernard Ledoux le disait, il a été mis en dépôt il a été versé en dépôt en 2019. Donc, vous voyez la cote, c'est de haut dépôt 11 808 à 12 261. Bon, en fait, ça représente tout de même 19 mètres linéaires. Donc, il y a eu un tri qui a été fait.
tout n'a pas été conservé, en particulier les archives modernes, mais 19 mètres linéaires, c'est quand même beaucoup. Près de 454 articles qui sont ainsi mentionnés. Alors là, le grand avantage, c'est que depuis qu'il a été réceptionné et mis en dépôt par les archives départementales, il est consultable parce qu'un inventaire en a été élaboré par deux conservatrices, notamment Hélène Martin. 2023, j'ai mis un lien en ligne, pas pour que vous puissiez le consulter maintenant, mais pour savoir que ça existe, il suffit de googliser un peu et vous le trouvez. Et donc vous avez la description, pièce par pièce, de ce que l'on trouve dans ce fonds, qui est vraiment un fonds extrêmement intéressant. Alors, moi je me suis servi bien sûr, pour les besoins de la conférence, du fonds médiéval de cette commune, à travers la cotation qui est celle du cadre de classement des archives communales qui date de 1926. Alors il est un petit peu différent pour ceux qui ont l'habitude d'aller aux archives départementales, de la cotation des archives dites départementales avec A, B, C, etc. Là on a des séries AA, donc AA c'est acte constitutif de la commune, correspondance générale. Toute cette cotation, c'était déjà la cotation que l'on trouvait ici à Saint-Émilion, quand on allait consulter les archives, ce qui m'arrivait quelquefois bien sûr, ici à la mairie. Elles étaient dans un bon état de conservation, j'avais bonne communication de ces pièces, et la cotation suivait déjà ce cadre de règlement. Or, pour les actes constitutifs de la commune, correspondance générale, ça commence à partir de 1241, BB, l'administration communale, à partir de 1458, CC, à partir de 1288, DD, c'est les biens communaux, on ferait travaux publics à partir de 1466, c'est les affaires militaires, à partir de 1326, FF, justice et police, à partir de 1287, GG, culte, instruction publique, assistance publique, c'est à partir de 1455, et agriculture, industrie, commerce, à partir de 1298. Donc là, on a un petit aperçu de l'importance déjà des pièces d'origine médiévale. C'est pas toutes les villes dont les archives ont été conservées et qui sont aujourd'hui en dépôt qui peuvent se targuer d'avoir des pièces aussi anciennes sur chacune de ces sous-séries. Donc l'avantage, c'est qu'on a un grand nombre d'originaux qui sont conservés, qui ont été bien conservés depuis fort longtemps. Ce n'est pas seulement le dépôt de ces dernières années, mais depuis fort longtemps, depuis Pigano et même avant Pigano. Donc on constate que c'est un fonds qui est resté en bon état. Alors, bien sûr, on peut regretter que par moment, les parchemins étaient abîmés, l'encre est coulée, les souris soient passées par là, il y a des traces d'humidité, etc. Mais pour les pièces les plus importantes, celles qui aux yeux de la commune avaient le plus de valeur parce qu'elles venaient de la chancellerie des rois de France, mais surtout d'Angleterre, eh bien, elles sont restées en bon état et elles se prêtent donc à la consultation ainsi qu'à leur étude. Et de ce point de vue, ce sont des objets patrimoniaux de grande valeur, à la fois historique et patrimoniale. Alors, l'avantage de ce fonds, et ce pourquoi ce fonds a conservé un grand nombre d'originaux, c'est qu'il n'y a pas eu à Saint-Émilion, comme à Libourne, comme à Bordeaux ou comme encore à Montségur, il n'y a pas eu de création de cartulaires municipaux. Alors les cartulaires, ce sont des grands recueils de chartes, de notices, de franchises, de privilèges, sous forme de registres. Donc imaginez un livre dont les pages sont faites de parchemin ou de papier sur la fin du Moyen-Âge, et sur lequel sont recopiées toutes ces lettres, tous ces privilèges, toutes ces franchises, tous ces actes finalement sur lesquels se fonde l'identité, la mémoire et les privilèges d'une ville. Des cartulaires, il y en a aussi dans les établissements religieux, dans les seigneuries monastiques, les seigneuries coloniales, etc. Et certaines villes donc, ont à un moment donné entrepris une mise en cartulaire de leur fonds de documents. Libourne a fait le sien, c'est le livre velu, qui est encore un très beau document. On peut le consulter, et il était à cette exposition. Bordeaux en avait 5 cartulaires, et d'autres villes de la région, Montségur avait son cartulaire, l'Esclapote, il était exposé à l'exposition, Bayonne a son cartulaire, à plusieurs cartulaires d'ailleurs, Dax aussi, etc. Saint-Émilion n'a pas fait ce choix. Alors pour quelles raisons, difficile à dire, mais en tout cas, bon, ça a permis à ce que ces chartes, ces lettres originales soient conservées, parce que c'est quelque chose que l'on constate, lorsque une entreprise de cartularisation était menée, le plus souvent, les originaux étaient détruits, ou en tout cas, on les faisait disparaître.
Donc là, pas de cartularisation, par conséquent, les originaux sont toujours là. Et parmi les pièces dont je vous parlerai, les registres de la Jurade, qui sont aussi de très belles pièces. Alors l'acte le plus ancien, on va commencer par ça. Vous avez remarqué tout à l'heure que la date la plus ancienne dans la série AA, c'est 1241. Et le voici, l'acte le plus ancien. Alors il est en bonne place dans le catalogue, mais il est aussi en bonne place dans l'exposition. C'est un chirographe de 1241. Alors on a, de suite vous allez peut-être en train de vous poser la question, mais avant 1241 il y a la charte de Falaise. Oui. Mais quand on parle de l'acte original le plus ancien, c'est celui-ci, 1241. Alors, c'est donc ce qu'on appelle un chirographe ou charte partie, parce que il se présente, alors vous distinguez au sommet là, voilà, des indentations, et on distingue des lettres qui sont coupées par le milieu, A, B, C, D, E, F, G, etc. Alors c'est le chirographe ou charte partie, c'est ça, c'est-à-dire en réalité, il s'agit de deux mêmes documents, deux mêmes textes, qui se reproduisent mot à mot l'un et l'autre, et qui, au moment de leur séparation, sont coupés au milieu par ceci, donc ce qu'on appelle une devise chirographique, et de manière à ce qu'on puisse, en cas de contestation, confronter les deux exemplaires, les confronter, et par les coïncidences avec les endroits où ça a été coupé, constater que l'un comme l'autre appartenait au même acte qui a été élaboré à l'origine. C'est donc une forme de preuve. Alors des chirographes, il y en a des centaines et des centaines, non pas dans nos régions, parce que c'est vraiment un problème. On ne comprend pas pourquoi il y en a aussi peu. En tout cas, il y en a beaucoup dans les villes de Flandre. Les archives, par exemple, de Saint-Omer sont pourvues. Il y en a des centaines et des centaines. Bon, ici, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, le plus ancien, c'est un chirographe, c'est une charte partie. Alors, qui raconte quoi? Qui raconte, en fait, les modalités d'une paix, pour mettre fin à une guerre, alors une grande discorde et une grande guerre. C'est le terme qui est utilisé. Entre le vicomte de Fronsac, comme tout le monde voit où c'est, et le maire et la commune de Saint-Émilion. On est en 1241. Alors, on ne sait pas trop, évidemment, parce qu'on ne détaille pas suffisamment dans ce texte les causes de ce conflit. On comprend que, bon, on se dispute la circulation sur la Dordogne, on se dispute également le commerce, qui à cette époque est quand même assez florissant, et puis on s'engage de part et d'autre, et en particulier le vicomte s'engage à ne pas détruire, ou en tout cas amoindrir, ou endommager le patrimoine des Saint-Émilion qui viendra à passer, et là on détaille les barques, les embarcations, les gréements. Donc voilà, on mesure que l'enjeu c'est un peu ça. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est d'une part le contexte, on est en 1241, on sent qu'il y a une pression qui vient du sénéchal, du roi d'Angleterre de l'époque, qui s'appelle Rostand Solaire. Et le sénéchal, c'est en fait celui qui parle au nom du roi, et le roi a intérêt à ce que sur place, tous les conflits soient apaisés parce qu'il est en train de préparer une grande offensive contre le roi de France de l'époque, qui est Saint-Louis, Louis IX, et cette paix, finalement, s'inscrit dans ce contexte-là. Alors, le document est intéressant aussi parce qu'il liste les bourgeois, le nom des bourgeois qui jurent la paix, alors de Fronsac et de Saint-Émilion, et on a pour Saint-Émilion une liste de 70 personnes qui sont donc les premiers bourgeois connus, ou en tout cas la liste à peu près complète, on peut imaginer qu'elle est assez complète, de ce qu'étaient les Saint-Émilionnais à cette époque. Voilà, donc un document intéressant, qui malheureusement a été mutilé parce que on a ici les 4 sceaux, la marque des 4 sceaux qui était pendant à ce document. Les 3 premiers donc, ont disparu. Donc je suppose qu'il devait y avoir le sceau du sénéchal, Rostand Solaire, le sceau du vicomte et le sceau également. Et ce qui demeure ici, c'est le sceau de la commune, mais en très très mauvais état, malheureusement, pour trouver, ou en tout cas deviner, quel était le motif de ce sceau, l'emblème. Ah, donc la charte de Falaise, j'en parlais tout à l'heure. Pourquoi je n'ai pas commencé par elle comme étant le document le plus ancien? Mais parce que du point de vue de
de sa tradition manuscrite, l'original n'a pas été conservé. L'original n'a pas été conservé. Et c'est déjà en soi un souci parce que dès lors qu'il n'est pas conservé, on doit toujours se poser la question de l'authenticité d'un document dont on n'a pas l'original. Bon. Et donc faire ce qu'on appelle en histoire, en diplomatique, une analyse diplomatique. Alors voilà comment il se présente, cette charte de Falaise. On l'a contenue sous une copie, plus exactement ce qu'on appelle un vidimus. Voilà, donc vidimus qui a été fait par Élie de Saint-Bastier, notaire public, le 5 décembre 1340. Vous voyez, on est très tard, hein, au XIVe siècle presque, à la demande du maire de Saint-Émilion, qui s'appelle Raymond Fulcon, de la concession du droit de commune en faveur de la ville de Saint-Émilion par Jean Santerre, daté de Falaise. Alors Falaise, on est en Normandie, le 8 juillet 1199. Donc là, on a l'acte qui suit. Et de sa confirmation par Henri III, passé à Bordeaux le 8 août 1230, et à nouveau l'acte inclus. Voilà. Donc on a sur ce texte, en réalité, ça fonctionne comme des poupées russes. On a un vidimus, et à l'intérieur, une première confirmation qui est celle du roi d'Angleterre, Henri III de 1230, qui confirme lui-même une concession plus ancienne, celle de Jean Santerre, en 1199, qui est cette charte de Falaise. Donc problème, quand on va chercher dans les archives de Saint-Émilion les originaux, hein, l'original de la charte de Falaise et l'original de la confirmation d'Henri III en 1230, ils n'apparaissent pas, on ne les a pas. Donc, sont-ils vrais, sont-ils des documents authentiques ou pas, sachant que, finalement, à cette époque, eh bien, les communes avaient une capacité à produire des faux tout à fait surprenante. Tout à fait surprenante. Ça, c'est... j'en reviens toujours pas, parce que maintenant, j'ai commis un petit article il n'y a pas longtemps, justement sur Bayonne, où là, bon, j'ai repris les actes les plus anciens de la commune de Bayonne, en particulier donc, une charte de commune que le roi Jean Santerre a accordée à ses chers Bayonnais. Voilà, et puis on a bien les choses, bah, c'est faux. De la même manière que toute une série d'autres actes qui ont été élaborés par cette même commune de Bayonne jusque dans les années 1250-1260, c'est les uns après les autres, des faux, des faux, des faux. Tous les premiers documents, la demi-douzaine de premiers documents chronologiques, ne sont pas des documents authentiques. Bon. Donc, et ce n'est pas propre aux seuls Bayonnais, hein. Les établissements religieux étaient en capacité à cette époque de produire beaucoup de faux, hein. On en a conservé des beaux. Et puis, le faux le plus célèbre à cette époque, c'est la fameuse donation de Constantin, hein, que le pape, les papes encore au XIIe et au XIIIe siècle, continuent à dire que c'est un acte authentique pour obtenir et se faire reconnaître une espèce d'hégémonie sur tout l'Occident, sur Rome, et faire valoir le fait que l'empereur, tout empereur qui lui était soumis. Bon. Donc, on vit dans une époque du fake déjà. Le fake, c'est pas un phénomène si récent que ça. Et ça nous engage finalement à être vigilants, à aiguiser l'esprit critique et à essayer de retrouver finalement ce qui peut faire pencher la balance du côté de l'acte authentique ou au contraire du côté de ce qu'on appelle une forgerie. Bon. Donc ça pose des questions, et du coup, quelle est la démarche que l'on peut mener pour s'assurer qu'on a bien affaire à une donation authentique, qu'on n'est pas ici comme à Bayonne en train de dire, bon ben voilà, ma charte de Falaise, désolé, mais elle n'existe pas. Eh ben non. Alors, pour commencer par première étape, c'est la confirmation de 1230. Et là, on n'est pas dépourvu de moyens, parce que, en 1230, on est dans une période où la chancellerie des rois d'Angleterre est tout à fait rodée, à des pratiques extrêmement routinières, et chaque fois que le roi d'Angleterre envoie, lui, ses services dans sa chancellerie, donc envoie des documents, des lettres, des mandements, des ordres de paiement, etc., à ses agents, à ses administrateurs, aux seigneuries, aux communautés, d'Angleterre, mais aussi d'Irlande, mais aussi de Gascogne, et bien, en même temps, ils enregistrent tout ce qui a été envoyé sur des espèces de registres, donc, qu'on appelle des rôles, puisque, comme on le devine ici, vous voyez à côté, ce sont des membranes de parchemin qui sont cousues sur le petit côté, et qui sont ensuite enroulées de cette façon. Donc, on ne fait pas un enregistre, c'est-à-dire, en fait, on ne coupe pas
les membranes de parchemin ou les cahiers de membrane de parchemin sur le grand côté à la manière d'un registre, comme un cartulaire dont je parlais. Et ce système de rôle, c'est un système qui finalement permettait de conserver la mémoire de tout ce qui avait été envoyé à destination de ces villes, etc. Et ce système d'enrôlement, la chancellerie anglaise, il a capturé jusqu'au XVIIIe siècle, malgré tout. Bon. Et ces rôles ont été conservés. Alors on a, pour le règne d'Henri III, une série de rôles, notamment les rôles de lettres patentes, les rôles de lettres closes, les rôles de fine rolls, bon, etc. Et les charter rolls, donc les rôles de lettres chartes. Et en cherchant, il faut prendre ces rôles. Donc j'ai pris le rôle de 1230. Alors ils sont conservés à Londres, plus exactement à Kew Gardens, dans la banlieue ouest de Londres, ce qu'on appelle le National Archive. Alors autrefois on parlait du PRO, du Public Record Office. Et donc vous voyez la cote, c'est 53, pardon, 24 par 2, membrane 2. Et tout en bas de cette membrane-là, vous voyez, on a la copie de la confirmation d'Henri III, qu'il avait envoyé à Saint-Émilion, dont les Saint-Émilionnais ont perdu la copie, mais par chance, l'enregistrement dans le rôle a été conservé. Et quand on le lit, bon, évidemment je ne vais pas vous en faire la lecture, mais on retrouve ici Saint-Émilion, et le texte ici est exactement, quelques toutes petites nuances près, mais pas significatives, exactement le texte du Vidimus de 1340, par lequel on avait commencé. Donc c'est rassurant, ça veut dire que déjà la confirmation de 1230 est authentique, puisqu'il y avait une copie qui avait été enregistrée dans la série des Charter Rolls. Très bien, on monte en arrière. Allons donc aux traces de la charte de Falaise. Qu'est-ce que l'on peut trouver? Et là on est déçu. On est déçu parce que cette charte de Falaise de 1199, elle n'a pas laissé de traces dans les rôles du début du règne de Jean sans Terre. Mais ça s'explique. On peut l'expliquer. Alors vous avez là sur ce tableau, c'est un tableau qui a été fait par mon collègue de l'université d'Istamine, Nicolas Vincent, à l'occasion d'un projet qui était la célébration de l'anniversaire de la Magna Carta. Vous savez qu'en Angleterre, c'est un document super important, c'est le Magna Carta, aujourd'hui encore. Et à l'occasion de cet anniversaire, donc, Nicolas Vincent avait travaillé sur les rôles de la chancellerie anglaise pendant le règne de Jean sans Terre. Parce que Jean sans Terre, il commence à régner en 1199, et c'est à partir de ce moment-là que l'enregistrement devient systématique. Henri III, finalement, n'a fait que reprendre, le fils de Jean sans Terre, n'a fait que reprendre un usage de son père. Et donc vous avez là les charter rolls, les close rolls, les patent rolls, les fine rolls, les pipe rolls, les memoranda rolls, les miss rolls, etc. Et là, ce sont dans la colonne, ici, ce sont les années de règne. Première année de règne de Jean, en 199-1200, puis ensuite on déroule jusqu'à la fin de la 18e année de son règne qui s'achève en 1216. Et en vert, donc on a les années où les rôles sont en l'état, c'est-à-dire qu'on les a conservés. En rouge, ce qui est pour partie survivant, c'est-à-dire il reste quelque chose de lacunaire, et puis en blanc, les pertes. Or, notre charte de Falaise, elle aurait... Alors, si elle avait été enregistrée dans cette série de Charter Rolls, c'est une série lacunaire, et si elle avait été enregistrée dans les Close Rolls ou dans les Patent Rolls, plutôt les Patent Rolls d'ailleurs, c'est des rôles de lettres patentes, malheureusement, on n'a pas conservé, il faut attendre là 1201, 1202 pour commencer à avoir des séries à peu près complètes pour les Patent Rolls. Bon, donc, il n'y a pas d'enregistrement, c'est décevant. Donc il faut procéder autrement, c'est-à-dire vérifier si le texte lui-même est un texte plausible, c'est-à-dire si dans sa structure diplomatique, il est tout à fait cohérent de ce que l'on sait des textes qui sont produits par Jean sans Terre à cette époque. Donc d'abord on commence par regarder l'itinéraire du roi, on nous dit qu'il est à Falaise, on cherche s'il y a d'autres textes pendant ce mois de juillet émis depuis Falaise. Oui, ça marche, il y en a quelques-uns effectivement, pas beaucoup, mais il y en a. Notamment en faveur des bourgeois de Niort, de La Rochelle, je ne me souviens plus. Quand on prend la critique diplomatique, c'est-à-dire qu'on observe l'intérêt de l'acte, le vocabulaire utilisé, il n'y a rien de choquant pour un texte de cette époque.
Par ailleurs, il faut regarder ensuite la liste des témoins. Est-ce que les témoins mentionnés sont des gens qui vivaient à cette époque, qui étaient dans l'entourage de Jean Santerre à cette époque? Les voici, ben oui, ça marche, ils sont tous là. Donc, si vous voulez, quand on a l'ensemble de ces éléments, on est bien obligé de se dire que, même s'il n'y a pas d'original, même s'il n'y a pas de copie conservée à cette époque dans les rôles de la chancellerie anglaise de cette charte de Falaise, il n'y a pas lieu de considérer que ce soit un acte faux. En l'occurrence, c'est un acte authentique. Donc, on en conclut à l'authenticité de la concession de la charte de Falaise, faute d'original. Voilà. Mais en même temps, ça pose des questions sur la conservation des premiers actes conservés par la commune de Saint-Émilion. Car cette charte de Falaise, elle permettait aux bourgeois de Saint-Émilion de se doter d'une commune, d'accord, mais il n'y a pas d'acte conservé avant 1241. Donc cet acte-là, cette lettre-là, elle a été reçue, elle n'a pas été conservée. Pourquoi? Est-ce que c'est un problème de politique de conservation? Est-ce que c'est un problème de perte documentaire? Voilà, là, ça fait partie des questions que l'on se pose, mais c'est quelque chose qui est assez courant, finalement, dans les communes, que de trouver des textes anciens qui font défaut. Ce qui explique qu'un certain nombre de ces communes eh bien, sont tentées de fabriquer des forgeries, de fabriquer des faux, pour revendiquer des franchises et des privilèges dont elles n'ont pas la preuve de leur octroi. Voilà le premier document. Ah ben là, j'avais mis là. Bon, juste, c'est l'édition de la charte de Falaise fait pour autre chose, donc je passe. Alors, un autre document qui me semble intéressant aussi, c'est la création de la banlieue de Saint-Émilion. Alors, pareil, c'est un document qui a été exposé et pour lequel on a fait une carte là, que je vais expliquer rapidement. Alors, ce document, le voici. Alors, son avantage, c'est qu'il présente encore le sceau royal. Il y en a peu, hein, des documents de ce fonds qui ont conservé les sceaux. Malheureusement, le problème des sceaux, c'est que c'est quand même de la matière qui est fragile, et pour peu qu'on manipule souvent ces documents, ce qu'on devait faire, je pense, hein, ils étaient souvent mis en avant, eh bien les sceaux s'altèrent et finissent par se désagréger. Donc celui-ci en a conservé un fragment, voilà, c'est pas le plus beau des sceaux d'ailleurs, de l'exposition on avait un très beau sceau de Bourg-sur-Gironde, qui lui était magnifique, on voyait le roi Édouard III en très bel appareil. C'est donc encore un vinimus, donc la confirmation, qui est passé par le roi Édouard III. Alors il se dit roi d'Angleterre et de France, parce qu'on est dans le contexte de la guerre de 100 ans, hein, on est au début de la guerre de 100 ans, le 20 mars 1341, et il confirme la concession de son prédécesseur, Édouard Ier, qui avait été accordée en 1289 à Condat, on peut voir que ce n'est pas loin d'ici, concession qui avait été faite au maire, au Jura et à la commune de Saint-Émilion, du droit d'avoir une banlieue. Et ce même document, donc, délimitait la banlieue en question. Alors, c'est un document qui est vraiment très intéressant parce que, d'abord, c'est le terme de banlieue qui apparaît. Alors, la banlieue, aujourd'hui, on la connaît sous notre appellation, la juridiction, l'ancienne juridiction de Saint-Émilion. On le sait bien, c'est une juridiction qui est d'une origine médiévale. Et son acte de naissance, c'est ça. C'est voilà, toute donation, c'est confirmation par le roi, 1287-1289. Je passe sur le contexte parce que j'ai pas le temps, mais en revanche, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que les repères qui sont énumérés dans cette concession royale, les repères de la banlieue, bref, vous voyez, alors bon, je les ai mis en rouge, et je les ai numérotés parce qu'ils apparaissent dans la phrase, les uns à la suite des autres. Donc ici, j'ai la porte Bouquet, qui commence ici, puis ensuite on a Saint-Étienne-de-Lys, le Prat de Néron qui est ici, le pont de Payne, je ne sais pas trop où ça se trouve. Bon. En revanche, ici, on a le pont de Cabaran. Donc Cabaran, on comprend que c'est en face du village du même nom. La Dordogne, il est mentionné. Le port de Frane, ici. Ensuite, Pierrefitte. Alors Pierrefitte, tout le monde connaît, c'était déjà là. Le rive le ruisseau du Talas. Ensuite, la Croix de Montagne. Le Va de l'Énac. Et puis ensuite, donc, on finit le tour. Et vous voyez, il y a quand même un circuit. On ne délimite pas cette banlieue par l'énumération des paroisses qui la composent, parce qu'on comprend qu'à l'intérieur de cet espace, il y a Sulpice de Falaise,
Saint-Sulpice, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Hippolyte, Saint-Étienne-de-Lys, Saint-Pé-d'Armès, Saint-Mignonet. Mais voilà, on ne fait pas comme ça, on procède par une délimitation par point de repère. Et ce qui est alors intéressant, c'est de voir que bon, le territoire ici, circonscrit, a précisément une lieue de large. Donc on est vraiment dans l'application stricte de ce qu'on appelle une banlieue à cette époque, c'est-à-dire en fait une juridiction autour d'une ville dont le rayon est égal à une lieue. Bon, on considère que c'est comment dire, la distance viable pour quelqu'un qui marche pour faire un aller-retour dans la journée. Cette juridiction donc, est restée en l'état jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'en 1789. C'est cette même juridiction qui a été réactivée après par la zone d'appellation, on le sait bien. Si bien que, ici, à chaque fois, on le sait bien, les gens de Saint-Émilion, ou les gens de l'ancienne juridiction, ont conscience de ce qu'était la juridiction médiévale, donc la banlieue médiévale, parce qu'elle a été réactivée, et même encore à nouveau réactivée par le périmètre sous classement UNESCO de 1999, alors que vous pouvez poser la question aux gens de Bordeaux, connaissez-vous la délimitation et le périmètre de la banlieue médiévale de Bordeaux? Personne ne le sait. Posez la question aux gens de Blaye, personne ne le sait. Toutes ces appellations, toutes ces banlieues se sont évaporées à la fin de l'Ancien Régime, alors qu'ici à Saint-Émilion, eh bien, elle a été réactivée à 2 reprises, et pour conséquent, elle est encore assez connue, mieux connue que d'autres. Voilà. En tout cas, c'est un très beau document qui est ici, et la carte que l'on avait fait pour l'occasion, elle aussi est dans le catalogue. Alors, ce que l'on voit aussi à travers ce fond, autre sujet, bon, il y a la naissance de la commune, il y a la banlieue, il y a l'importance du vin, qui est déjà à l'époque tout à fait surprenante. Et pas mal de textes parlent du vin, et du vin qui apparaît ici comme un objet de relation, un enjeu de relation entre la commune et la royauté. Donc le roi de l'époque, c'est le roi d'Angleterre, vous le savez bien. Et parmi les documents que l'on a ici, voici celui-ci qui est une obligation de 50 tonneaux de vin consentis par les jurats et les sans-pairs de Saint-Émilion. Donc les jurats, la jurade, les sans-pairs, on a une autre partie de l'organisation municipale, et 50 tonneaux de vin pour être transportés à Londres. Londres, en Angleterre. Donc on est ici le 24 octobre 1312. On est encore dans cette série A2. Et bon, c'est un très beau texte qui n'est pas difficile à lire, pas très long, et qui a été rédigé à l'initiative ici de la commune. Alors, pourquoi le maire et la commune envoient-ils, annoncent-ils qu'ils envoient une valeur de 50 tonneaux de vin à Londres? Eh bien, on a la réponse, puisque ils ont reçu quelques mois plus tard, donc le 4 mai 1313, une quittance de l'échanson du roi, donc qui est l'officier chargé de gérer en quelque sorte l'officier du palais qui est chargé de gérer le vin, le stockage du vin, l'approvisionnement en vin, et donc on a ici cette échanson du roi d'Angleterre, dont on a le nom, voilà, Gauthier Valdechef, et il accuse réception de 50 tonneaux de vin. Bon, donc voilà, c'est arrivé de l'autre côté. En échange de la grâce spéciale, oh là, il y a une faute, pardon, de la grâce spéciale du roi, pourtant je me suis relu, envers Saint-Émilion d'avoir une mairie. Voilà. Donc on comprend l'enjeu, finalement. Le roi de l'époque avait tendance à nommer directement des maires dans les villes qui lui semblaient être des places stratégiques où il fallait qu'il y ait un point de relais, un point de contrôle absolument fiable. Alors, les fonctions du maire étaient des fonctions importantes, hein, pas seulement responsable de la commune, mais aussi responsable de la police. Le maire également, en cas de conflit, conduit les communiers, c'est-à-dire en fait conduit la milice locale. Et donc on le constate, le roi d'Angleterre, que ce soit à Bordeaux, à Dax, à Bayonne, mais aussi dans d'autres villes comme La Réole, et Saint-Émilion n'échappe pas à la règle, le roi est tenté, ou son sénéchal sur place est tenté, eh bien, de désigner directement un maire qui se trouve être un officier anglais, un militaire anglais,
Et ceci, donc, les communautés d'habitants le vivent plutôt mal, parce que c'est attentatoire aux privilèges, c'est attentatoire aux franchises, et ils essaient de obtenir la possibilité de nommer, de désigner le maire comme c'était l'usage. Et là, à Saint-Émilion, bon, on a un mode de fonctionnement et de désignation du maire qui est 1274, dans le texte qui explique tout ça. Donc voilà, pour obtenir cela, on achète finalement par des pots de vin, c'est un peu ça l'idée. L'expression existe à l'époque, elle n'a rien de choquant. Elle fait partie de cette diplomatie que les communes ont et de ces instruments d'échange, un service contre un autre, une grâce, une faveur contre une autre, et pour être en position de force dans ce rapport de force, Saint-Émilion ici n'a pas hésité à donner, ou en tout cas à envoyer beaucoup de vin. 50 tonneaux, c'est pas rien quand même. Il faut imaginer ce que ça représente. Qu'est-ce que ça représente par rapport à la totalité du volume produit ici dans la région, on ne sait rien. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Ce que l'on voit aussi, c'est l'impact de la guerre. À la fin de la guerre de 100 ans, Saint-Émilion est une ville qui a été assez meurtrie, on le sait bien, par la guerre, et un texte ou deux comme ça rappelle que Saint-Émilion était une ville de frontière, en frontière donc entre l'obédience du roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, et d'autre part l'obédience française, qui pendant toute la durée de cette guerre de 100 ans s'est fait sentir dans le voisinage. Et il faut imaginer qu'ici, donc, on ressentait cette insécurité durable qui s'est traduite par la construction de l'enceinte et surtout l'entretien et la reconstruction de l'enceinte et par d'autres phénomènes également. Donc, forcément, toute la correspondance qu'il y avait entre le roi, son sénéchal et les gens de Saint-Émilion porte la marque de ce contexte-là, qui était un contexte quand même très difficile. Et parmi ces documents, voici un. Alors, c'est une lettre du roi d'Angleterre, on est au début du XVIe siècle, il s'agit du roi d'Angleterre Henri IV, à propos du financement des fortifications de Saint-Émilion. Là, c'est quelque chose qui revient régulièrement. On se préoccupe de l'entretien, de la restauration de cette enceinte collective. Et là, donc, on est sur un texte qui lui aussi a perdu son sceau. Voyez. Alors, le sceau était ici. Alors, le système est un système de scellement un peu différent, puisque là, vous avez donc une languette de parchemin qui pend, et sur lequel donc, on avait scellé un sceau, à la différence du document de 1241, vous avez vu tout à l'heure, dont le sceau pendait, les 4 sceaux pendaient par une cordelette, enfin, ce sont des fils de soie. Donc là, on parlait dans le cadre de la charte de tout à l'heure de sceaux pendant sur double queue, alors que là, c'est un sceau sur simple queue. Mais le fait est que lui aussi a été... le sceau a disparu. Bon, là, on n'a pas la même solennité que les textes du siècle précédent. On est déjà dans un usage plus courant, plus habituel. Et la chancellerie, ici, c'est quand même la chancellerie du roi d'Angleterre, Henri, est moins soigneuse, en tout cas, sur la parente très formelle. Ceci dit, la commune de Saint-Émilion l'a conservé parce que c'est un document qui vient du roi et qui fonde un certain nombre de libertés, ou en tout cas de privilèges. Et c'est vrai, ah ouais, bah, je comprends pas pourquoi. J'ai un document qui s'est coupé. Bon, j'espère que c'est a l'air d'être le seul. Donc un autre document qui, lui, bon, en tout cas il est là, sur le catalogue. C'est une demande du roi d'Angleterre qui est faite à son sénéchal d'enquêter sur la destruction des couvents des mendiants et des habitations des bourgeois le 20 janvier 1341. Alors, c'est un document très intéressant parce qu'il permet de dater le moment où, finalement, on a fait table rase, ici à Saint-Émilion, autour de l'enceinte, en prévision, ou face à la menace des armées françaises qui arrivaient à ce moment-là. On est au tout début de la guerre de 100 ans, et donc, cette mesure prise par la commune de Saint-Émilion, la jurade de Saint-Émilion, a donné lieu à ce que le couvent des menus, par exemple, des franciscains, ait été abandonné.
donc rasé, il n'en reste rien, si ce n'est la parcelle que l'on connaît bien. Et le couvent des prêcheurs, hein, donc des dominicains, lui aussi a été abandonné. Alors probablement le chantier n'était-il pas complètement terminé, mais il a été abandonné, puisque l'on sait qu'à par la suite, c'est aussi bien les franciscains, c'est-à-dire les cordeliers, que les jacobins, en l'occurrence les prêcheurs ici, les dominicains, ont été autorisés plus tard, dans les années 1370-1380, à reconstruire leur couvent intramuros, à l'abri de l'enceinte, sur des parties de la ville qui se trouvaient avoir été libérées. Libérées par quoi? Par la peste, puisque la grande catastrophe démographique était passée par là. Et la ville de Saint-Émilion, a quand même, on le voit bien, avec les espaces libres qui s'étaient libérés, a quand même subi durement la peste, l'épidémie. Et donc le texte est intéressant pour ça, parce qu'il permet de dater assez bien le moment où on abandonne toutes ces constructions extramuros, non seulement les couvents de mendiants, mais aussi les constructions que les bourgeois pouvaient avoir. Et donc ces espèces de faubourgs qui se sont développés au nord de Saint-Émilion, ici donc côté ouest, côté est également, ainsi qu'au sud. Donc là il y a une espèce de rétraction, du peuplement intramuros qui s'est fait dans la précipitation. Autre effet de la guerre de 100 ans, alors celui-ci, je crois qu'il n'y est pas, oui, alors voilà, il n'est pas dans le catalogue, parce que j'avais proposé qu'on l'y mette à l'exposition, puis bon, vous savez ce que c'est à un moment donné, il faut faire des choix, donc il y a des priorités, et on n'avait pas assez d'espace pour tout exposer. Donc sur la fin, bon, il y a des choix qui ont été faits, mais celui-ci n'a pas été retenu. C'est dommage, parce que je l'aime bien. Il n'est pas très long, mais c'est ce qu'on appelle une quittance de Paty, qui a été faite par un capitaine, il s'appelle Gilbert de Pellegru, capitaine de Montravel, qui a été donné au maire, commune et bailliage de Saint-Émilion. Donc on est à Gensac le 21 décembre 1391. Bon, c'est un texte qui n'est pas très solennel, par sa forme, hein, vous voyez, ce n'est pas la chancellerie du roi d'Angleterre avec ses belles lettres allongées. Il n'y a rien de tel, il n'y a d'ailleurs pas, voilà, on a un sceau qui est ici, un sceau plaqué, c'est pas un sceau pendant, ni sur simple ni sur double boucle, c'est un sceau plaqué, qui du reste lui aussi a disparu, et il a été très enterré. Mais il nous raconte une chose très intéressante, parce que les pâtis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des contributions, voilà, une forme d'impôt si vous voulez, de fiscalité. Je ne vais pas aller jusqu'à parler de fiscalité, parce que le bénéficiaire de cette contribution versée par la commune de Saint-Émilion, c'est ce capitaine, Gilbert de Pellegru, qui est ce qu'on appelle un capitaine de routier, un capitaine de mercenaires. On est dans une période donc, où les mercenaires tiennent le pays. On est entre deux phases de combat, et donc ils ne sont pas rémunérés. Ils vivent par conséquent sur le pays en pillant, en rançonnant et en faisant payer des pâtis aux villes en échange finalement d'une pseudo-sécurité qui serait censée leur apporter. Alors bon, les villes soumises au chantage cèdent, c'est-à-dire payent en espérant obtenir une sauvegarde aussi bien pour elles-mêmes que pour les bourgeois qui circulent sur la Dordogne. Donc une garantie de sécurité, de sauve-conduit. Sauf que, on le sait bien, et d'ailleurs les archives de Saint-Émilion, les archives communales contiennent plusieurs quittances de pâtis, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'en avoir une, dans la mesure où vous pouvez avoir plusieurs capitaines. Un capitaine ayant sa quittance, il ne donne pas la quittance pour les autres, donc il faut obtenir aussi la quittance des autres. Et les renouveler aussi, c'est bien que c'est des extorsions qui sont très difficilement vécues, mais comme ça on a de Libourne à Bergerac plusieurs villes dont on a la preuve qu'elles ont été obligées à un moment donné de payer des pâtis. Bergerac en a en plus non seulement des quittances, mais un très beau document qui s'appelle le livre de vie, qui recense les plaintes de tous les Bergeracois de cette époque qui sont fait piller, extorquer de tous les biens qui leur ont été pris. On a les montants en estimation financière, ainsi que les biens, je veux dire, quand il s'agit de bétail ou d'autres choses. Et on appelle ça le livre de vie parce que les Bergeracois ont absolument tenu à ce qu'on ait la trace
de ces déprédations, de manière à ce que les auteurs de ces extorsions soient venus, c'est-à-dire au moment du jugement dernier, condamnés comme il se doit. Alors, cette série ces archives communales, vous l'avez compris, elles sont extrêmement intéressantes pour ce qu'elles documentent aussi de la relation privilégiée que la ville avait avec le roi d'Angleterre. Et ça nous amène du coup à élargir un peu le regard. Tout à l'heure, j'ai commencé ma présentation par parler d'autres fonds d'archives, les archives ecclésiastiques. Or là, on a aussi la chance dans cette région, pour le Moyen-Âge, de bénéficier d'un autre éclairage documentaire qui est celui de ces rôles de la chancellerie anglaise, et dont une des séries était spécifiquement désignée à la Gascogne. Alors vous vous souvenez, j'ai parlé des rôles de lettres chartes, des rôles de lettres patentes, des rôles de lettres closes. Et dans ces séries de la chancellerie anglaise, on a les rôles gascons, parce qu'ils étaient destinés à enregistrer toutes les lettres, les mandements, les ordres de paiement, etc., que la chancellerie du roi d'Angleterre envoyait vers la Gascogne, vers nous, du coup. Et cette série, c'est une série extraordinaire. Pour ainsi dire, il n'y a pas d'autre série dans la région, de série d'archives, qui couvre de manière uniforme et en continu l'ensemble de la région, depuis 1272, et même avant, jusqu'à la fin de la Gascogne anglaise, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, et même au-delà, jusqu'en 1468, entre 1453 et 1468, on a continué à croire en Angleterre que finalement on pourrait reconquérir la Gascogne. Et donc on continue à alimenter des ordres de paiement, des mandements, etc. Une espèce de Gascogne fantôme là, qui se révèle en quelques années, qui est très étonnante. Bref. Et donc on a eu de cette série, qui se présente, vous voyez, sous forme de rôle. Hein, année après année, on a un rôle. Bon, voilà, ça c'est une année de rôle. Il y a eu plusieurs éditions. Hein. Il y a une première campagne d'édition des premières années qui a été faite entre 1885 et 1962. Alors, pour vous le dire, hein, on a 144 rôles gascons, et ça représente 35 mètres linéaires, hein, quand on peut les étudier. Et donc une première campagne d'édition qui a été faite dans les années 1885 à 1962, mais qui n'est pas allée au-delà des années 1307-1317. Voilà. Et à partir de 2009, on a poursuivi, c'est des collègues britanniques, aidés par un chercheur que vous connaissez probablement, hein, Guillaume Pépin, qui a contribué aussi à prolonger cette édition de manière numérique. Donc c'est un site qui existe en ligne, le Gascon Roll Project, avec les universités d'Oxford, Southampton, le King's College, Bordeaux-Fontaine et puis Liverpool. Et donc on a maintenant, enfin, ça y est, la totalité de la série complète, éditée, accessible en ligne. Et c'est une mine, du coup, pour l'histoire, évidemment, de la région. Et donc, quelle est la place? Alors, qu'est-ce que ça représente? Bon, j'ai mis une note, vous voyez, de ces rôles, tels qu'ils se présentent. La répartition à l'année donne cette ventilation. Il y en a quand même beaucoup au début. Et là, ce sont les nombres de membranes qui ont été enregistrés. Parce qu'en fait, on n'a pas encore réussi à compter à l'unité près combien il y en avait. On sait qu'il y en a à peu près plus de 20 000 entrées dans la totalité ici de la série. Et le comptage est un travail en cours, il n'est pas complètement fini. Voilà. Donc plus de 20 000 entrées, et par conséquent, quelle est la place de Saint-Émilion dans cette série? Ben oui, il y a des choses sur Saint-Émilion, donc c'est bien. Bon, ça permet de compléter les informations. Donc on a un index dans l'édition numérique, et quand on cherche sur Saint-Émilion, on trouve des choses. La banlieue de Saint-Émilion, le bail de Saint-Émilion, la collégiale de Saint-Émilion, sur le vignoble de Saint-Émilion, la prévôté, ou encore la ville sans précision. Bon. On ne croule pas sous les mentions, il n'y en a pas tant que ça, mais néanmoins, c'est intéressant. Et parmi les mentions, parmi les textes que l'on trouve, voici un. Oui. Donc là, je fais une capture d'écran de cette membrane-là. On est en 1344, et c'est le roi d'Angleterre, Édouard III, qui envoie un ordre à son sénéchal sur place, qui le représente, pour qu'il entende la plainte de Saint-Émilionnais. Ils sont 4. Raymond Morin, Élie Morin, Élie de Cire et Barthélemy Sonant, ils sont marchands de Saint-Émilion et ils se plaignent de quoi? Que leur cargaison de 70 tonneaux de vin d'une valeur de 200 livres, 70 tonneaux de vin, on voit, a été arraisonnée
par un maître de Bayonne, donc un Bayonnais, Jean d'Artigulong, et Gauthier Fénor, qui est le maître d'un navire de Plymouth, en Angleterre. Voilà. Et les plaignants avaient chargé cela à Bordeaux sur Notre-Dame de Saint-Malo pour être acheminé et vendu à Southampton. Donc, document encore très intéressant hein, sur l'importance quand même des volumes de vin qui sont envoyés et sur l'activité de négociants que certains Saint-Émilionnais pouvaient avoir. J'étais aussi probablement viticulteur eux-mêmes, mais là, pour l'activité du négoce, bon, ce sont des affaires. On ne part pas tout seul, on part à 4 ici, pour évidemment monter le risque. Alors, ce qui est intéressant de vérifier toujours, c'est la correspondance entre l'original qui est conservé ici aux archives, ici plus loin, donc qui est conservé à Saint-Émilion, et la copie qui est donc dans les rôles Gascons. Et par moment, ça marche. Voilà. On a à la fois l'original ici qui est conservé. Alors là, c'est une exemption de taxe qui était accordée à Édouard III par la ville de Saint-Émilion. On est en 1342, voici le document. Et donc pour l'année 1342, eh bien, on a l'enregistrement dans le rôle gascon du même texte. Donc là, c'est super, on compare les deux versions au mot près, voilà, c'est vraiment ça. Alors il y a quelques différences au niveau de ce qu'on appelle la titulature, l'adresse, où là c'est quand même plus solennel, vous voyez, forcément, hein, la première ligne ici est quand même très solennelle. Donc là, on a la titulature totale du roi, donc qui est roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, en plus il se dit aussi roi de France, forcément, seigneur d'Irlande, etc. Alors que, bon, dans le rôle lui-même, la titulature, ça va vite, hein, c'est toujours la même chose, donc on fait roi, point. Puis après on passe de suite au dispositif. Et le dispositif qui est le cœur de l'acte, là, est vraiment, on peut comparer, je ne vais pas vous imposer cet exercice aujourd'hui, mais ça marche. Donc, c'est intéressant, mais ce qu'il est aussi, c'est de constater qu'il y a des cas de non-correspondance, pardon, alors c'est un tableau qui n'est pas très pédagogique, pardon, mais ceci, c'est un tableau qui recense des cas de non-correspondance, c'est-à-dire que, à l'inverse de la correspondance que je viens de montrer, eh bien, on tombe aussi sur des textes qui sont conservés dans le fond de Saint-Émilion et dont on n'a pas la copie, dans les rôles gascons. Et ça, c'est très étonnant, parce qu'en réalité, il n'y a pas de raison de douter que ce soit des faux, enfin de penser que ce soit des faux, en l'occurrence, de douter de leur authenticité, c'est ce que je suis en train de dire, parce que quand on examine le document lui-même, eh bien, quand on en fait la critique diplomatique, interne, externe, enfin, toute la technique habituelle, on en vient à la conclusion que c'est un acte authentique. Et ça, ce sont donc des non-coïncidences, donc non répertoriées, on en a quand même ici sur les 9, 2 seulement dont on a la correspondance, et les 7 autres ne le sont pas. Ça, c'est troublant, mais bon, en creusant un petit peu, parce que je me suis dit, c'est étonnant, ça prouve qu'ils sont pas si sérieux que ça, finalement, dans cette chancellerie, eh bien, on fait le même constat. Dans la chancellerie pontificale à la même époque, bon, quand même, le pape, on sait que c'est une chancellerie qui est extrêmement perfectionnée, très en avance, avec des services curieux qui sont peuplés de gens qui sont extrêmement bien formés au droit, et voilà, on constate qu'il y a des discordances. Je pense qu'il doit y avoir à acquitter un droit d'enregistrement. Je pense que c'est un peu sur des raisons de tout ce genre. Et je n'ai pas creusé assez pour aller plus loin. Et c'est un tableau qui est extrait d'une thèse, celle de Nathalie Crouzier-Roland, puisque, entre autres travaux, je n'ai pas donné le détail des travaux que j'avais pu mener sur Saint-Émilion, mais il y a eu une thèse qui a été menée par Nathalie Crouzier-Roland, qu'elle a soutenue en 2021. Nathalie Crouzier-Roland a fait une thèse sur les pratiques documentaires des villes de la Gascogne anglaise, donc de l'actuel département de la Gironde. Donc elle a étudié les fonds communaux, hein, non seulement de Saint-Émilion, mais de Limours, de Bordeaux. Sa thèse est accessible, si ça vous intéresse, vous pouvez la lire en ligne. Et elle avait fait ce constat, pas seulement à Saint-Émilion, mais également à Bordeaux. Et en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui méritait d'être interrogé davantage, bon, à défaut d'avoir la réponse. Alors, ce qui apparaît quand même de manière récurrente dans ce fond, c'est la nécessité de réparer, de fortifier les murs de la ville.
Ça, c'est une préoccupation qui est vraiment très intéressante, qui revient à l'occasion de 1, 2, 3, 4, 5 lettres du roi d'Angleterre ou de son représentant. Et donc on voit par exemple ici en 1326 que le sénéchal enjoint le maire, les jurats et la commune de Saint-Émilion de consacrer une somme, 40 livres sterling, dit-on, pour le bois d'œuvre, la ferronnerie nécessaire à la clôture, à la fortification de la ville. On est en 1326, c'est-à-dire avant le début de la guerre de 100 ans. Donc on est là sur un autre conflit franco-anglais, une espèce de prélude à la guerre de 100 ans. En réalité, il y en a eu d'autres. Une guerre qui a duré quand même plus longtemps que ça, un conflit franco-anglais. Et cette guerre, on l'appelait aussi la guerre de Saint-Sardos. Donc une alerte assez importante qui a nécessité qui a généré des alarmes et nécessité la fortification de beaucoup de villes, la Réole notamment, mais aussi Saint-Émilion. 1358, alors là on est dans la guerre de 100 ans, en raison des faiblesses des revenus collectifs et de l'absence de fortification suffisante autour de la ville, le roi Édouard III consent la levée d'une taxe d'un demi-sterling sur les étaux, les marchands au marché du Samedi et au fort annuel, à condition que le produit de cet impôt soit affecté à l'amélioration et à la fortification de la ville. Donc là, c'est l'autorisation d'une fiscalité locale, une fiscalité donc, que les Saint-Émilionnais appliquent donc sur place. Et c'est une capacité que les communes ne peuvent pas prendre d'elles-mêmes. Il faut l'autorisation du roi, et le roi le fait. En réalité, ce type de concession est extrêmement répandu à cette époque. Toutes les villes qui sont confrontées au besoin de fortifier, d'obtenir des revenus pour fortifier, eh bien, réclament des levées d'impôts sur en règle générale, des produits de consommation courante, et le vin en particulier, l'est très régulièrement. Ce qu'on appelle le droit de vigne, qui est attesté dans toutes les villes. Bon, voilà. Et donc je ne vais pas les lire les unes et les autres, mais bon, à chaque fois, dans les confirmations, dans les nouvelles demandes de 1389, 1408 ou 1424, on a un argumentaire qui est un peu plus développé. Hein. Là, on a en 1389, pour cause de la grande pauvreté, en quoi ils sont mis à cause des présentes guerres et de malaise du temps. Donc la commune de Saint-Émilion, qui est allée plaider sa cause devant Jean de Lancastre, qui est le fils du roi de l'époque, eh bien, pour justement obtenir des financements, une aide pour fortifier la ville, ont mis en avant la grande pauvreté de la ville, en quoi ils sont mis à cause de présentes guerres et de malaise du temps. Guerre, on comprend, les malaises, c'est certainement la récurrence de la peste, qui a fait, je le disais tout à l'heure, de gros dégâts ici aussi. 1408, on retrouve cet argumentaire, ayant appris qu'en raison de la grande guerre, très grande guerre, la ville de Saint-Émilion est détruite et que la jurade et les bourgeois sont trop pauvres pour la fortifier, le roi, Henri IV, concède la levée de 2 nouvelles taxes pour une durée de 12 ans. Alors, la première, elle est assise sur des pichets de vin, donc 20 pichets sur chaque tonneau de vin. Donc vous avez un tonneau, 900 litres, 20 pichets sont affectés à cette taxe-là. Vendu en ville, in taberna, la seconde d'un denier sur chaque mesure de blé vendue en ville, afin de réparer et fortifier les murs de la ville. Et idem, on parle en 1424, donc la guerre de 100 ans n'est pas terminée, et le roi est Henri VI, il prolonge la levée des 2 mêmes taxes qui avaient été évoquées ici, pour 5 nouvelles années, pour réparer et fortifier les murs de la ville, tombés à terre en raison de leur vétusté. Tombés à terre en raison de leur vétusté. Alors, on parle de vétusté, on se dit, tiens, est-ce qu'on a besoin de fortifier parce que les murs ont été détruits par des engins de siège, par des combats? On n'a pas de traces de combat, si ce n'est tout à fait à l'extrême fin, le siège qui arrive donc après la bataille de Castillon. En revanche, bon, il est fort probable que la qualité de l'appareil, la qualité de la construction elle-même laissait à désirer. On connaît la qualité de la pierre de Saint-Émilion, elle est très gélive, et donc c'est probablement aussi ça qui explique ce besoin d'entretenir les fortifications. Le fait est que toutes ces mesures ici, qui sont donc bien datées à l'année près, ont probablement donné lieu à ce type d'aménagement qui reste encore là. Bon, la photo est ancienne, vous connaissez le mur, il est totalement différent aujourd'hui.
faudrait que je refasse une photo. Il n'y a plus cette végétation. Mais bon, on a ici un dispositif sur mâchicoulis qui est tout à fait caractéristique du XIVe siècle et qui est donc contemporain de ces mesures pour la construction. Je passe, voici donc, c'est la dernière diapositive. Parmi les autres pièces importantes de ce fonds, il y a les registres de la Jurade. Alors pareil, c'était à l'occasion de l'exposition une belle pièce qu'on a tenu absolument à montrer. Alors là, c'est radical, pas de concession, il faut absolument y montrer. Vous allez comprendre l'intérêt. Donc, registre de la Jurade. On est 1458, 1459. Donc la série CVB. Jusqu'à présent, il y avait surtout du Nara. Et je me suis intéressé aussi un petit peu à ce registre-là. Alors, la Jurade de Saint-Émilion, à chaque fois qu'elle se réunit, on laisse une trace écrite des délibérations. Le premier registre de délibération qui a été conservé, c'est 1458-1459. Donc, pourtant, notre Jurade, elle existe depuis fort longtemps. Peut-être pas au début, c'est-à-dire en 1999, mais au moins dans les premières décennies du XIIIe siècle, il y avait une Jurade qui se réunissait régulièrement et qui avait besoin de consigner, pour garder la mémoire, des décisions et des délibérations qui étaient prises. De ces registres-là, on n'a pas gardé la trace. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils ont été perdus. Probablement qu'ils étaient déplacés à chaque fois que chaque maire, par exemple, changeait. Il gardait avec lui les registres, et puis finalement, c'est comme ça qu'on les a perdus. Les premiers registres de la Jurade conservés dans la région, c'est Bordeaux. Donc c'est 1405-1406, si je me souviens bien. Où là, donc, on est en pleine guerre de 100 ans, et où on voit à quel point les Bordelais sont très préoccupés par la mobilisation des moyens financiers pour lutter contre les Français, notamment lorsque ceux-ci arrivent par bateau, et ils envoient des secours, notamment à Bourg, à Blaye, etc. Bon, et puis, il y a aussi autre chose dans ces registres sur la vie quotidienne des Bordelais de cette époque. Donc, Saint-Émilion, il faut attendre la fin de la guerre de 100 ans, 1458-1459, donc aussitôt après la conquête française par Charles VII, et les toutes premières pages de ce registre nous informent de la manière dont on reconstruit, du moins comment reconstitue, excusez-moi, la mairie de la Jurade. Donc on a les jurats qui procèdent à l'élection du nouveau maire. Donc on tient absolument à ce qu'on revienne à un fonctionnement institutionnel, organisationnel normal. Et puis après cette mise en forme, on a ensuite des délibérations qui nous racontent ce dont on parle à l'occasion de ces réunions de la Jurade, donc de problèmes de police municipale, de divulgation des troupeaux, on se préoccupe déjà pas mal de vin, etc. Et donc c'est des registres qui sont extrêmement précieux du coup, pour connaître la vie de Saint-Émilion, parce que c'est des tranches de vie quotidienne comme ça qui apparaissent. Et c'est des registres qui étaient assez connus, hein, du moins Pigano, on a parlé tout à l'heure de Pigano, et Pigano les a bien fréquentés, et Pigano a laissé d'ailleurs, sur les premières pages de ces registres, des analyses qu'il a écrites lui-même, et qui rendaient leur consultation, qui rendent encore leur consultation très pratique, parce que ce sont des registres qui sont écrits, comme vous le voyez, dans une écriture cursive qui ne se prête pas quand même comme ça de prime abord à une lecture facile, hein, il faut être familier des cursives de la fin du Moyen-Âge. Et en plus, ce sont des écritures, des textes qui sont écrits en gascon. Alors c'est pas le gascon noir du sud des Landes ou de Bayonne qui me pose encore des problèmes quand je suis amené à le lire. Là c'est un gascon qui est très compréhensible. Donc Pigano avait fait ce travail de présentation avec des courts résumés, hein, si bien qu'il suffit de lire les pages de Pigano pour savoir ce dont on parlait à l'occasion de ces délibérations. Donc c'est super. Mais bon, les analyses de Pigano, c'est des analyses, c'est-à-dire qu'il n'allait pas dans le détail de chacun des textes, il n'allait pas si loin que ça. Donc il fallait que ces registres soient présentés. Donc on a présenté à l'occasion de
exposition. Et puis tant qu'à faire, on a dit on va en faire plus que ça, on va carrément faire une édition du premier de ces registres. Alors, à tout seigneur, tout honneur, ce travail a été fait par Laurine Ribeiro. Laurine est une étudiante de master qui a soutenu donc, un master d'études médiévales et qui a édité, édité ce premier registre. Donc c'est une édition inédite qui devrait être, je pense maintenant, puisqu'elle a soutenu en septembre dernier, il faut que son travail soit publié pour donner faire connaître ce document qui a une valeur patrimoniale quand même extrêmement importante de mon point de vue. Pour toutes les raisons historiques, scientifiques que j'ai évoquées, et le travail, le travail d'édition qui a été mené par cette étudiante est tout à fait remarquable. Donc peut-être dans quelques petites années, reviendrons-nous, Laurine Ribeiro reviendra-t-elle, pour vous faire une présentation de ce registre. Alors, on va peut-être envisager la suite, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible envisageable d'en éditer d'autres? Si vraiment on a des années qui sont exceptionnelles, pourquoi pas, mais bon, c'est un travail aussi important. La commande, c'était, quand je lui avais proposé ce travail, de nous aider à identifier des traces, des signes d'utilisation par la commune des monuments souterrains, de l'église souterraine. Parce qu'on était là dans le démarrage du projet, que on en parlait tout à l'heure, et parmi la suite de projets dans lequel je me suis impliqué ici, il y en a eu un autre PCR. Le PCR, peut-être Pierre Gallo qui est venu en parler. Non. Non. Voilà. Ah ben voilà, d'accord. Donc un PCR au monument. Oui, PCR au monument souterrain, dont j'ai cru voir de loin notre participante, Natacha. Et on a donc sur l'étude des monuments souterrains, et on cherchait aussi donc, à documenter l'usage que la commune de Saint-Émilion avait fait de cette église souterraine, au plus loin que les textes permettent de le voir, c'est-à-dire ici au fin XVe siècle. On a été surpris qu'il n'y ait aucune information, rien, pas une ligne, dans ces registres sur la manière dont cette commune, cette jurade, investissait et utilisait cet espace public. C'est à se demander si réellement c'était un espace qui était si public que ça. Bon, en tout cas, on n'a pas complètement réglé la question, parce qu'il faudrait pour ça regarder les autres registres de la jurade des années qui suivent. Alors, les années ne sont pas continues, on a des lacunes. Les registres qui suivent sont des années 1490, si je me souviens bien. Ensuite, on bascule dans le XVIe siècle. Et à partir du XVIe siècle, on a des séries plus continues. Voilà, donc ça c'est du bébé. CC, c'est des séries qui sont plus comptables, plus financières, dont Michel Beauchacun avait, pour les parties les plus anciennes, fait déjà une édition. Mais je ne vais pas revenir sur ce point. Voilà, je crois que j'ai fini. Et je vous remercie donc pour votre attention. C'est un voyage dans le temps, dans les temps médiévaux, au travers de ces documents, et ça nous montre aussi les bases du travail d'un historien, qu'est-ce qu'il dépouille, qu'est-ce qu'il analyse, et qu'est-ce qu'il essaie de comprendre et de faire parler. Voilà, alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais Frédéric Boutoul l'a montré sur la projection, donc vous avez à votre disposition pour la librairie Acacia le très beau livre sur les expositions des villes en Gironde au Moyen-Âge, dans lequel Frédéric Boutoul a été un contributeur important. Donc vous pouvez l'acquérir avec dédicace, bien sûr. Et puis Frédéric Boutoul a écrit également un petit opuscule, 1137, Aliénor d'Aquitaine, épouse Louis le Jeune et devient reine de France. Ça aussi, c'est à votre disposition à la table de la librairie. Et puis je vous rappelle aussi donc que le livre sur Pigano de notre ami Pierre Lucu est à votre disposition avec notre bibliothécaire Catherine qui était à l'entrée. Voilà, donc s'il y a des questions maintenant, c'est le moment des questions. Pourquoi on est sûr que ce sont des faux? Au début, vous avez parlé des faux, de faux documents. Des faux documents du début. Vous avez parlé de comment est-on sûr que ce sont des faux par rapport aux origines? Alors,
Si je prends le cas des faux de Bayonne, la forgerie de Bayonne, en fait, alors, si ça vous intéresse, c'est un dossier que j'ai mis à disposition et qui est en ligne, si vous faites une recherche, vous le trouverez facilement. Il est sur Hyperarticle Online, bref. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que d'une part, on n'est pas à l'original, on a une copie tardive du XIVe siècle, une copie en gascon, alors que la chancellerie anglaise écrit en latin en gascon. Il n'y a pas, dans les rôles de la chancellerie anglaise de l'année 1215, voilà, il n'y a pas de trace de mission de cela, alors que sur le même rôle de l'année 1215, alors que sur le même rôle de l'année 1215, en faveur des Bayonnais, on a deux textes qui ont été, dont on sait qu'ils ont été émis. Donc, voilà, la chancellerie du roi d'Angleterre, en cette année 1215, reçoit des demandes des Bayonnais, elle répond à ces demandes, en particulier, ce sont des particuliers de Bayonne. Donc on devrait voir normalement cette concession du droit de commune en faveur de Bayonne. Donc on ne l'a pas. Donc on n'a pas d'original. On n'a pas de mention d'enregistrement dans les copies, dans les rôles. Ça fait quand même beaucoup. Et puis après, quand on regarde le texte très attentivement, on comprend que en fait, une large partie d'un copier-coller de notre texte célèbre qui s'appelle Les Établissements de Rouen, une franchise accordée par le roi Henri II à Rouen. Et là, les Bayonnais se sont servis de ça pour... il faut avoir plusieurs documents. Oui, oui. Voilà. Mais c'est pas de suite que je m'en suis rendu compte. À propos de ces registres dont vous nous dites qu'ils n'apportent pratiquement pas d'informations dans les quotidiennes et qu'ils datent, d'après les dates que vous donnez, juste après la bataille de Castillon. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que la Gascogne, l'Aquitaine, étant occupée par une armée étrangère, parce qu'il faut bien se replacer dans le truc, les Français, c'est une armée étrangère, sous un régime militaire un peu sévère, construction des châteaux trompettes, etc. Enfin, c'est vraiment l'occupation. Il n'y ait pas une double édition, les registres publics qui ne contiennent pas grand-chose, et d'autres registres qui, eux, sont planqués et qui contiennent des informations un peu plus précises, un peu plus intéressantes, et surtout un peu plus autonomes, résistantes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors, vous parlez là du coup des registres de la Jurade, oui. Ouais, le dernier document. Alors, quand on compare les registres, effectivement, on constate que d'une ville à l'autre, il peut y avoir des différences importantes. Et ici, à Saint-Émilion, les premiers registres qui ont été conservés, donc édités par le libéraux, il se trouve que c'est principalement des registres qui font état des décisions prises par la cour du maire, par rapport aux affaires qui lui étaient soumises, parce que le maire avait un pouvoir de police, de petite justice aussi, la justice basse, et donc il était amené à prendre des décisions avec les jurats qu'il y avait autour. Alors il n'y a pas que ça, mais je crois que ça représente 40 à 50% des pages à propos de ça. Le registre de Bordeaux n'a pas un tel pourcentage de délibération sur la ville. Donc après, oui, alors du point de vue de la gestion des écrits, il devait y avoir probablement aussi autre chose, mais on n'en a pas la trace. Les seuls documents qu'il était plausible de conserver, dont on a des traces de conservation, c'est les comptes, notamment des registres c'est des comptes financiers, notamment fiscaux, quand on lève la taille. Ça a été édité, M. Bouchaka avait fait ce type d'édition. Mais je doute qu'il y ait un enregistrement parallèle et de choses qui sont moins avouables et dont on n'aurait pas conservé la trace. Je pense que non. Et la preuve, c'est qu'il y a des affaires dont on a l'enregistrement qui sont quand même des affaires qui sortent du commun. Je pense à une affaire d'une femme accusée d'être une jeteuse de sorts. Donc
sorcellerie. Voilà, il en est question. Alors, il n'en est pas question directement pour les poursuites qui lui sont faites, mais parce qu'elle est menacée d'être bannie. Et ça, c'est le genre de choses qui s'explique par le contexte de reconquête, du moins d'arrivée des Français, puisqu'en même temps que l'occupation, le changement d'obéissance, arrivent aussi de nouveaux usages judiciaires, ce qu'on appelle le style de France. Ce n'est pas un style architectural, c'est une manière de juger. Et dans ce style de France, les procédures ne sont plus les mêmes, et ce qui amène la Cour du maire, finalement, à adopter une série de nouveautés juridiques vis-à-vis de ces publics-là, de ce type de femmes. Y a-t-il d'autres questions? Bon, écoutez, merci encore, M. Montou. Je pense qu'on peut le féliciter pour le côté vivant de son exposé. Je pense que c'est vraiment, on va à la source.